Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Sharp dédiée à l'écosystème crypto et Play to Earn. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Stéphane, qui est fondateur de la guilde The Insiders. Comment ça va, Stéphane? Ça va bien, je suis ravi d'être avec toi et merci de m'accueillir sur ta chaîne. Eh bien, merci beaucoup, hein. Moi, je te connais depuis Oyabun, hein, qui est un Move to Earn et Play to Earn français, parce que tu es fondateur des The Insiders, qui est une guilde officielle partenaire de ce projet-là. Mais bon, tu n'es pas que fondateur d'une guilde orientée Play to Earn, tu as fait beaucoup d'autres choses dans ta vie. Donc, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour que la communauté te connaisse un peu mieux? Avec plaisir. Alors, j'ai 53 ans, donc j'ai l'âge d'être le papa de beaucoup de gamers qui nous écoutent. Euh, j'ai toujours été gamer chez l'entreprise. J'ai toujours été gamer, ça veut dire depuis que je suis adolescent, j'ai toujours eu envie de créer des boîtes et j'ai toujours été un gros gamer. Euh, Ça, c'est ce qui me caractérise. De formation, je suis expert comptable, avocat, je suis devenu fiscaliste. J'ai atteint le niveau que beaucoup de gens aimeraient avoir, à savoir la liberté financière. Je travaille 4 mois par an pour gérer mes entreprises, pour le plaisir, et le reste du temps, mes investissements font leur travail et ça me permet d'avoir du temps. Pour l'avenir, j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus simple en tant que chef d'entreprise. Donc, je vais faire de la gestion de patrimoine sur la blockchain, Ok. donc liée principalement aux investissements immobiliers et à la tokenisation immobilière. Et, euh, et je vais faire des choses relativement simples, sûres. Je vais pas faire prendre de risques aux gens. Je vais leur proposer des rendements safe, et pas extrême. De l'autre côté, à l'opposé, j'ai imaginé des choses complètement dégènes parce que à la base, oui, je suis chef d'entreprise, mais je suis aussi gamer. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que les guildes euh, prennent une place. Et c'est là que ça a commencé à germer dans ma petite tête il y a à peu près un peu moins d'un an, en me disant un jour les guildes vont prendre de la place. Et effectivement, j'ai eu l'opportunité de créer la guilde des Insiders en fusionnant quelques groupes Telegram. C'était fin juin, début juillet, à l'occasion du partenariat avec Oyabun. Et l'histoire a démarré comme ça. Voilà. D'accord. Ouais, Donc je suis donc à la fois un gamer, à la fois un chef d'entreprise, à la fois quelqu'un de très sérieux et à la fois, en tant que gamer, un peu plus dégène. Ok, ouais, donc il y a vraiment deux aspects chez toi. Il y a bon, tu veux te lancer quand même à fond dans la blockchain avec une partie plus orientée investissement immobilier, plus safe, plus des conseils, et après un côté où tu te fais un petit peu plus plaisir en tant que gamer avec toute cette notion de guild et de renseignement sur tout ce qui va être écosystème, play to earn. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de gaming et de play to earn. Les move to earn aussi, du coup, c'est quelque chose sur lequel vous êtes assez focus dans la guilde ou ça fait partie d'un ensemble? Ça fait partie d'un ensemble. On a commencé tous avec Stephen. Enfin, Ok, il y avait les autres d'avant, mais on va dire que la grande majorité a découvert les Move to Earn, Move to Earn, et maintenant on est en train de basculer sur le Play and Earn, où on a bien compris que l'on n'allait pas faire des fortunes, qu'on allait être utilisé et que on va essayer de faire un peu d'argent, mais peut-être juste se faire rembourser une partie de notre mise. d'accord. Moi, c'est vrai que, alors, je vais faire justement un épisode de podcast qui a peut-être été déjà publié sur cette chaîne YouTube. Je vous mets le lien en description si vous le souhaitez. Mais j'aime bien ce côté, parce que d'ailleurs, il y a des nouvelles entreprises, des petites startups qui commencent à lancer leurs projets, leurs applications et qui se revendiquent plus move and earn, play and earn et qui viennent effacer ce côté play to earn ou move to earn. Et à voir un petit peu ce que tu en penses. Je vois ce que tu veux dire derrière, mais pour moi, c'est vraiment propre à chacun finalement. C'est pas forcément à l'entreprise de décider ça. Et il y a un peu quand même une notion de marketing assez poussée parce que moi, quand j'entends play and earn de la part d'une startup, je me dis, OK, le côté gain, ça va plus être vraiment la finalité, l'objectif ultime de passer du temps dessus. Et donc, je m'attends à un jeu qui va être peut-être un peu plus développé, un peu plus sympa, un storytelling plus poussé. Mais ça, finalement, ça peut être une promesse en l'air, tu vois ce que je veux dire. Ils sont libres d'utiliser le terme qu'ils veulent,
mais finalement, ça va être nous, en tant qu'utilisateurs et avec notre esprit critique, hein, de faire notre choix et de voir si c'est un objectif de rentabilité ou pas. Et d'ailleurs, vu un petit peu ton discours, tu penses du coup que le côté rentabilité, ça ne peut plus être finalement la finalité d'un play to earn ou d'un move to earn, c'est ça? Alors en fait, tu dis beaucoup de choses dans cette petite intro. Effectivement, à la base, un gamer, il va jouer pour le plaisir et il va a priori acheter un jeu. Ta PlayStation ou autre, tu vas y arriver, tu vas y aller, tu l'achètes neuf, 70 balles, ou en occasion, tu investis sur ton jeu et tu vas jouer 100 heures, 150 heures. Ça, c'est le gamer standard. L'industrie a évolué, on s'est retrouvé avec nos smartphones et avec Madame Michu qui va jouer à Candy Crush dans le métro et elle va faire des micro-paiements si elle est devenue addict. Ouais. Et bien là, on a deux types de gamers. D'ailleurs, Madame Michu n'est pas une gameuse, mais c'est elle qui va attirer l'industrie. Euh, on nous a fait des promesses en disant, bah oui, vous allez gagner des sous. On a bien compris que c'était des fausses promesses, on a bien compris qu'il y avait un côté Ponzi dans les move to earn, et que pour se dépêtrer du côté Ponzi, du côté du gamer, bah, il faut à la fois rentrer tôt et sortir tôt, et du côté de l'industrie, eh bien, il faut essayer de démystifier le côté Ponzi en disant non, non, c'est pas un Ponzi. D'ailleurs, c'est plus un move to earn, c'est un move and earn, c'est-à-dire que vous allez gagner des sous, mais vous allez gagner des sous, quoi. Vous n'allez pas faire fortune, vous n'allez peut-être pas rembourser votre mise. En définitive, en gagnant un peu de sous, ça va vous rembourser un peu le coût de votre jeu. Et en faisant ça, effectivement, on a une évolution du discours des éditeurs de jeux. Mais il ne faudra pas oublier que l'éditeur de jeu, ce qu'il cherche à faire, c'est faire beaucoup de volume en tant que nombre de joueurs, et à travers le volume, en définitive, générer des transactions sur lesquelles il va prendre des pourcentages sur les transactions. C'est ainsi qu'il va gagner des sous. Donc ça évolue. Ouais, c'est vraiment une bonne remarque et c'est quelque chose que je souligne souvent quand je fais découvrir des nouveaux projets, que ce soit du play and earn, du move and earn. J'essaye de dire, il y a quand même une proposition de valeur qui est soit le gameplay, le storytelling ou soit la partie activité physique. Honnêtement, j'ai jamais fait autant de sport depuis que je me suis intéressé à cet écosystème-là et ça, c'est une valeur finalement, hein. C'est la santé, c'est des trucs quand même qu'il ne faut pas négliger. Mais il y a quand même un truc qui me dérange un petit peu. Je trouve que l'écosystème nous a un peu modifié notre façon de penser. Je m'explique, hein, il y a ce système qu'on connaît maintenant quand tu as un lancement d'un play to earn, move to earn, ils vont te faire un premier mint qui presque à chaque fois correspond à une levée de fonds, c'est-à-dire que finalement, par rapport au gamer qui va aller dans une boutique de jeux vidéo et qui va payer 50, 60 euros et qui va avoir déjà une valeur parce que le jeu il a été créé, tu as une entreprise qui a investi du temps, de l'argent, et toi tu rentres chez toi, tu branches ta console et c'est parti, tu prends du plaisir à jouer sur un truc qui est finalisé. Là, dans l'écosystème Move to Earn, Play to Earn, on te demande d'investir et dans la grande partie des cas, c'est pas 50 dollars, hein, ça va être plus du 150, 200, 300 dollars, voire davantage pour une application qui parfois n'existe même pas et n'a même pas le développement n'a même pas débuté. Donc est-ce que là on peut pas est-ce qu'on peut blâmer les utilisateurs qui ont investi plusieurs centaines de dollars de vouloir se dire quand même quand le truc va sortir, moi j'ai envie de au moins avoir un retour sur investissement et pourquoi pas me faire quelques bénéfices, tu vois? Est-ce que l'environnement ne nous a pas aussi conditionné à ce côté un peu recherche de rentabilité? Alors, tout à fait, on est dans les univers crypto. Euh, les jeunes qui n'ont pas pu faire fortune, qui ont entendu parler de gens qui ont fait fortune parce qu'ils sont entrés en 2017, vont rechercher les différentes méthodes pour pouvoir arriver à investir sur des projets, et pour que ça soit rentable, il faut investir early, et en investissant early, on va prendre des risques. Donc forcément, on est très lié à l'industrie crypto. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça, je rebondis sur ce sujet, que j'ai fait la guide pour protéger les utilisateurs. Parce que fort de tous ces constats, où ça peut partir dans tous les sens, où on est jeune et ou novice, en définitive, on peut se faire avoir par l'industrie, parce qu'on n'est pas capable, on n'a pas le recul, on n'a pas l'expérience pour, et en définitive, la guide est nécessaire pour, en tant que communauté, arriver à fédérer, et à travers
la fédération des membres à donner de l'analyse, faire de la recherche, donner de l'analyse et protéger les membres pour pouvoir dire, ben voilà, ce projet-là, euh, c'est un scam, ce projet-là, c'est un Ponzi, il ne faut pas y aller, ou ce projet-là, il est très bien, mais c'est trop tard. Si vous y allez maintenant, sachez que vous allez perdre de l'argent. Maintenant, vous pouvez aussi y aller pour prendre du plaisir, mais vous allez perdre de l'argent. Sur tel et tel projet, on a une promesse. La promesse, on peut l'évaluer. On sait que cette promesse-là sera bonne, cette promesse-là sera mauvaise, et on peut ainsi faire de l'évaluation. D'accord. Et la guide est là pour ça, pour arriver à créer une communauté et à ce que la communauté, tout ensemble, puisse s'entraider de façon à justement s'autoprotéger. D'accord. Ouais, donc il y a vraiment. Donc c'est une question que j'allais te poser effectivement pour revenir sur ta guilde The Insiders. L'objectif, c'est un peu d'avoir cet esprit de groupe pour mener des analyses en amont sur l'étendue des projets, sur leur potentiel, voir la partie éventuellement tokenomique, gameplay. Est-ce que tu peux un petit peu plus rentrer dans les détails sur l'organisation de votre guilde? Quelles sont ses ambitions aussi? Alors, l'organisation, les ambitions. Des choses bien, bien, bien différentes. On va peut-être commencer par les ambitions pour ensuite définir l'organisation qui en découle. Ouais, Euh, L'ambition. L'ambition, pour faire court, aujourd'hui, dans le monde de la crypto, on a de gros influenceurs dont les plus connus sont très connus, avec des centaines de milliers de membres. Mon point de vue de chef d'entreprise est que l'univers de l'industrie du jeu n'en est qu'à ses débuts, va continuer à grandir et n'a pas encore réellement commencé. Il va se passer quelque chose de naturel, les joueurs vont se regrouper en guildes et l'industrie du jeu qui va chercher à se développer va faire appel aux guildes pour pouvoir bêta-tester leur jeu et animer leur communauté des gamers de leur jeu. d'accord. Les guildes vont devenir les influenceurs de demain. C'est-à-dire que si tu as des guildes qui, déjà aujourd'hui en Asie, représentent 40 000 joueurs. Le potentiel qu'a une guilde pour un éditeur de jeu, c'est complètement fou. La guilde, en tant que telle, va devenir un influenceur et un influenceur de renom. On aura envie de travailler avec telle et telle guilde. Aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas de grosses guildes. Il y en a bien entendu en Asie, il y en a bien entendu aux États-Unis. En Europe, pas trop. Les communautés françaises sont plutôt en avance sur les autres. On voit qu'il y a vraiment de grosses communautés sur Discord. D'accord. Donc je pense que les Français seront les premiers à faire de belles guides. Et donc mon ambition, elle est de créer une grande guilde en termes de volume de joueurs pour pouvoir être une interface crédible à l'industrie du jeu en France. On sera intéressant parce qu'on sera nombreux, et parce qu'on sera nombreux, en termes d'organisation, pour rebondir sur la deuxième partie, on pourra être organisé de façon précise comme une entreprise, avec un pôle communication, avec un pôle ressources humaines, mais surtout avec un pôle de recherche et développement, donc d'analyse des jeux, de leur évaluation, et évaluation qui pourra changer dans le temps. Donc l'organisation avec on va dire, sous forme pyramidale comme une entreprise. Si un jour on a vraiment grandi de façon significative, à ce moment-là, on pourra faire deux choses. On pourra minter nos propres NFT pour avoir des cartes de membres avec une certaine valeur qui nous aura des avantages. Et surtout, on va pouvoir... donc, mis à part le côté NFT qui est un peu gaming et sympathique et qui pourra servir à financer un peu la guilde, on pourra ensuite basculer sur une DAO. Une DAO donc, qui permettra d'avoir une organisation de façon complètement transparente, automatique et saine. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que bien des projets crypto sont morts pour avoir voulu grandir trop vite, trop tôt.
Ouais. Donc, faire une DAO dès le départ, c'est l'assurance de mourir. Pour moi, il faut qu'on se développe comme une véritable entreprise avec une organisation pyramidale, dans un premier temps, jusqu'à ce que l'on ait atteint les tailles qui nous permettent de minter nos propres NFT dans un premier temps et ensuite de basculer sur une DAO. Ce sont des étapes. Mhm. Lorsque l'on aura atteint ces différentes tailles, donc on va dire que pour minter des NFT, il faut qu'on soit 1000 à 2000 membres minimum, et que pour faire une DAO, on soit par exemple 5000 membres. Sinon, ça n'a aucun sens. C'est assez ambitieux, mais oui, on pourra atteindre 1000 membres, on pourra atteindre 5000 membres, on ne va pas le faire du jour au lendemain, ça prendra peut-être 2 ans, ça prendra peut-être 3 ans, ça n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est de savoir où on va et pourquoi on y va. Tout à Lorsque fait. l'on aura atteint ces phases de développement, l'organisation aura évolué, mais tout le monde sera au courant. D'ailleurs, on a déjà un white paper qui est assez sommaire, mais qui a le mérite d'exister, qui a le mérite de dire, bah voilà, on a l'ambition de vouloir avoir une guilde dont les membres sont nombreux et grâce au nombre, on pourra travailler de façon collaborative. Alors, j'en viens au rôle du membre dans notre organisation, Ouais. parce que c'est vraiment le point de départ qui m'a animé. Chacun peut et pourra contribuer en fonction de ses compétences, de ses envies et du temps qu'il aura à sa disposition. On peut avoir des gens qui ont un métier dans la vie, par exemple euh, musicien ou directeur d'une société de chasseurs de tête et avoir envie de contribuer en tant que tel. Donc le musicien, il pourra faire l'évaluation gaming de la musique d'un jeu. Celui qui a la boîte de ressources de chasseurs de tête, il pourra diriger le département ressources humaines. Ils en ont les compétences, ils en ont envie, mais peut-être que le temps fera qu'ils n'en auront plus le temps, à un moment ou à un autre. Et il n'y a pas de mal à ça. La vie, elle est comme elle est. Donc la solution pour remédier au fait que on n'ait pas toujours le temps, c'est le volume de membres et le fait d'être nombreux. Par exemple, on aura peut-être un jour 3 directeurs de 3 chasseurs de tête, ou alors 10 musiciens. Et du coup, en fonction de leur temps, ils pourront tous ensemble faire leur travail et puis se remplacer les uns les autres en fonction de leur manque de temps. Et l'organisation pyramidale, elle va pas avoir pour but de mettre une personne à un poste, elle va avoir pour but d'avoir une fonction qui soit remplie. Et la fonction, elle sera remplie par les membres en fonction de leur niveau de compétence, de leur expérience, de leur envie et du temps qu'ils auront de disponible. Donc chacun va apporter sa petite contribution, sa petite brique, et c'est hyper motivant parce que du coup, ça donne une communauté qui sait où elle va, et ça donne une communauté soudée. Euh, Il n'y a pas de honte ou de problème à avoir une envie ou à avoir pas d'envie. On peut juste être là parce qu'on a juste envie de participer à l'histoire de la communauté, puis ne pas avoir le temps ou ne pas avoir de compétences à proposer, et puis être justement, et puis après un jour se réaliser que oui, bah, même un simple membre peut avoir beaucoup d'importance parce qu'il peut, par exemple, être modérateur. Et chacun pourra ensuite, avec le temps, avoir envie de contribuer à sa manière. En tout D'accord. cas, ça doit passer par le volume. Ça doit passer par le volume. Si on est 250 membres, on va se rendre compte qu'en réalité, on est 50 actifs et que des personnes qui soient réellement compétentes et disponibles, il n'y en a que 5. On n'ira pas très loin. Donc, il faut avoir cette ambition complètement folle de grandir sur le long terme et de se dire oui, un jour on sera 1000, un jour on sera 2000, un jour on sera 5000, un jour on sera peut-être plus. Et il n'y a pas de honte à ça. Après tout, ils sont 40 000 dans les guildes en Asie et aux États-Unis, voire même plus. Il y a des guildes à 300 000. Bon, aux États-Unis. Mais ok, Mais pourquoi pourquoi pas? peut-être 5 000 en France? Why not? Ouais, tout à fait, ouais. Mais, puis on est des Gaulois, donc on compense le nom. Hein. On compense le nom par là. Non, mais c'est super intéressant cette vision de guilde qui est un peu
innovante, je t'avoue, hein, dans l'écosystème crypto. Voilà, moi, je fais partie de la guilde Les Veilleurs des Otera et le fonctionnement, ou en tout cas la vision, n'est pas forcément la même. C'est super intéressant. Je me suis noté quelques questions là par rapport à ce que tu viens de nous raconter et je vais te challenger un peu, forcément. Avec grand plaisir. D'ailleurs, comme je te le disais en aparté dans nos messages privés, j'annonce des objectifs à l'avance pour Ouais, challenger. Je me challenge moi-même, mais je challenge mes interlocuteurs en leur disant, t'as envie de... Ça te plaît? Le discours t'intéresse? Ben viens, rejoins-nous. Tu es tout à fait libre de venir nous rejoindre et nous contribuer. Tu n'aimes pas? Tu as envie d'être un hater? Eh ben vas-y, défonce-nous. Parce que en faisant cela, tu vas nous motiver. Et puis peut-être que si tu auras des arguments intéressants, on les prendra pour justement évoluer. Donc voilà, l'échange, il est intéressant parce que dire c'est comme ça et point final, eh ben non, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. On a des ambitions et puis ben, pour les accomplir, il faut accomplir un chemin. Et sur le chemin, ben, il y a des choses qui se passent. Et on va se rendre compte que ben, le chemin prévu, c'est les montagnes russes et elles sont escarpées et elles sont pas comme elles étaient prévues. Et ben voilà, il faut savoir que les choses vont changer, mhm, mais il faut donner une direction. Ça, c'est impératif. tout à fait. Et effectivement, et je pense qu'en plus, échanger aujourd'hui est vraiment essentiel dans cet écosystème où je pense d'une manière générale, on est quand même encore assez early. Tu l'as dit, hein, tout reste à faire. Hein, je pense que les plus gros projets n'existent pas encore. Et donc c'est là où c'est bien de pouvoir avoir gardé un esprit critique et surtout pouvoir échanger un petit peu avec tout le monde. Ma première question que j'avais, tu Yes. m'as dit effectivement objectif de volume par rapport à la guilde, ça permet d'avoir plus de poids dans les négociations par rapport aux éditeurs de jeux vidéo, etc. Et que on s'investit un petit peu comme on veut au sein de la guilde. Donc ça, c'est top parce que souvent, quand je discute avec des joueurs Move to Earn, Play to Earn, et qu'on leur parle de guilde, ils sont un peu en mode ah non, je vais peut-être rester en solo et faire mes petits investissements, mes petits jeux de mon côté, parce que venir dans une guilde, forcément, ça implique de s'investir dans tel domaine, d'y passer quand même pas mal de temps, parfois tous les jours. Et donc, ce discours-là, il est attractif de dire ben, on peut rejoindre une guilde et on a le droit d'avoir un travail qui nous prend toutes nos journées, d'être fatigué le soir et de pas forcément avoir plein d'énergie pour la guilde. Mais tu m'as aussi parlé d'un système d'entreprise quand même, que la guilde peut être avec un Ouais. fonctionnement pyramidal d'entreprise. Et dans une entreprise quand même, on est tous payés pour fournir un certain travail. Si tu as des personnes dans ta guilde qui sont ultra motivés, qui passent du temps, des heures, alors avec passion, parce qu'ils sont rentiers ou quoi, et donc ils ont énormément de temps libre, et c'est super cool pour eux. Mais est-ce qu'à un moment donné, ces gens-là ne vont peut-être pas se sentir frustrés de ne pas avoir peut-être plus d'avantages ou plus de choses que les autres qui vont juste rejoindre la guilde, entre guillemets, pour être au courant des bons plans, récupérer des petits NFT à droite, à gauche, et profiter un peu de l'aura de guilde. Alors, tu as tout à fait raison et bien, j'ai réponse à ta question. Allez, ça m'intéresse. Alors, mais oui, mais c'est tout à fait exact. Une personne qui va s'investir, elle a besoin d'être reconnue pour son temps d'investissement et à minima, de temps en temps, remerciée. Tu ne peux pas remercier tous les membres d'une guilde. Imagine un jour on est 5000. Ouais. J'ai un éditeur de jeu qui arrive et qui nous dit alors j'ai 50 whitelists, c'est un super bon truc, c'est un super bon projet, j'en ai 50. Ah ouais, ok, on est 5000. Comment je le fais? Alors, le système pyramidal de l'entreprise va permettre d'arriver à ça. Tu as une direction avec quelques personnes qui sont les différentes personnes qui chapeautent les différents départements. Tu as donc les différents départements et la pyramide va descendre. Ça, c'est la structure. Après, en tant que simple membre, tu peux avoir des gens qui vont participer, beaucoup, soit dans les forums Discord de discussion, soit sur des jeux, et qui vont gagner des grades. Donc on va avoir des grades qui vont à la fois allier le temps que l'individu va passer dans l'animation de l'entreprise de guilde et le temps que la personne va avoir passé en tant que gamer. Donc, on va avoir comme cela un ensemble de grades qui vont permettre de mesurer l'implication de la personne.
dans la guilde. Ah, je vais un peu plus loin. Mettons que aujourd'hui, je crois qu'on est 20-25 dans l'ensemble, enfin dans ce que j'appelle le staff, l'ensemble des 3 grandes fonctions qui sont ressources humaines, communication et recherche et développement. On est environ 25. D'accord. Ces 25 personnes, si j'ai par exemple l'éditeur de jeu qui arrive et qui me dit tiens, j'ai 50 whitelists. Ok, très bien, tu as 50 whitelists, on en donne d'office 25 au staff. Ok. Parce que ils ont bossé, ils se sont impliqués, voilà, d'office ils ont les 25. Il nous en reste 25. Et bien les 25, on va les distribuer aux membres qui ont été les plus impliqués, donc ceux qui ont le plus participé, ceux qui ont apporté le plus d'invités, etc., etc. Tout sera toujours très transparent. Et puis, s'il nous en reste, on fait des petits tirages au sort en plus ça anime la guilde. Donc ça va dépendre des récompenses que l'on pourra obtenir. Le fait d'être une guide visible va faire que l'on aura de plus en plus moyen d'avoir des récompenses. Ces récompenses seront plus ou moins importantes, plus ou moins régulières. Et ce qui va être important pour nous, c'est d'arriver à répartir l'ensemble de ces récompenses en fonction de l'application de chacun. Petite parenthèse sur qu'est-ce que c'est qu'une récompense, ça peut être une whitelist sur un bon jeu. Donc, qui dit whitelist dit qu'il faudra néanmoins payer son NFT. Donc, tu es récompensé pour payer. C'est un peu paradoxal tout Donc, ça, mais... Voilà, on va donc évidemment essayer de proposer d'autres choses, c'est-à-dire de proposer des free mint de projets de NFT. Et ça implique que l'on soit capable d'étudier les projets de NFT. Donc on va avoir un petit département un jour qui aura pour but de pouvoir évaluer les projets de NFT, de détecter les free mint et qui permettra de sortir une méthode de participation, une méthode aussi pour protéger les joueurs, pour dire on va éduquer les gamers en leur disant attendez, vous devez avoir des wallets, des burn wallets pour que vous ne soyez pas hackés. On va les éduquer, on va leur permettre d'apprendre, de progresser. Et voilà, il n'y aura pas que donc des whitelists pour des NFT de jeu. Et il y aura les free mint. Maintenant, les whitelists de NFT de jeu, en tant que gamer, on est tous archi fans, on a tous été hyper heureux d'être whitelist guild sur Yaboon et d'avoir la possibilité d'avoir nos 3 mint avant tout le monde, assurés avant ceux qui avaient eu la chance d'avoir la whitelist tout court. D'accord. 4 minutes après, c'est donc voilà, on va récompenser. On va récompenser l'application. Et plus on sera nombreux, plus on aura de récompenses, et plus on aura de récompenses, plus on les répartira. On les répartira avec les grades. Ok, ben écoute, c'est très clair sur ce système de fonctionnement. Je reviens, alors je garde la cellule R&D qui est en projet pour un petit peu plus tard dans cette interview, parce que c'est quand même super intéressant, tu as commencé un petit peu à l'aborder, mais on va aller dans le détail. Plutôt une question orientée gamer. Alors moi, c'est vrai que j'ai rejoint l'écosystème crypto parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et le côté un peu fitness finance, le côté sport allié avec le digital, la notion de NFT, c'est quelque chose que je trouve passionnant, mais je suis pas un gamer fou, quoi. Je suis pas, voilà, je joue de temps en temps, mais je suis pas un grand passionné. Et du coup, ce serait intéressant d'avoir ton avis là-dessus, parce que quand on discute quand même avec la communauté francophone, on sent que globalement, ceux qui vont dans l'univers crypto NFT sont quand même plus orientés alors, bien sûr, hein, ils accordent de l'intérêt au jeu, ça discute stratégie et tout ça, mais on sent quand même qu'il y a un fond de volonté d'investissement, de bénéfices, et on a quand même, enfin, on entend un petit peu que les gamers sont assez réfractaires à ce monde-là, un petit peu spéculatif, on va pas se mentir. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Ubisoft qui s'était pris une tollée là-dessus quand ils avaient évoqué l'idée d'intégrer des NFT à leur jeu, et finalement ils ont rétro-pédalé très rapidement parce que la commune n'était pas très contente. Euh, Quel est ton ressenti même au sein de ta guilde? Tu sens que les gamers quand même ont un intérêt pour cet écosystème? Je pense que c'est encore un peu trop tôt pour le ressenti dans la guilde parce qu'on n'est pas encore assez nombreux. Aujourd'hui, on est environ 300, c'est pas encore très
un gros volume pour pouvoir faire des statistiques. D'accord. Par contre, j'ai un vrai point de vue là-dessus. À la base, le gamer, il s'est organisé de façon un peu spécifique. Discord existe parce qu'il y a des gamers, ni plus ni moins. Discord n'existerait pas s'il n'y avait pas eu de gamers. Les gamers ont créé Discord. Mhm. Donc, si on est utilisateur de Discord, c'est parce qu'à la base, il y a eu des gamers. Et tout part de là. Oui, on a des gens qui sont dans le monde de la crypto et qui sont aujourd'hui sur Discord. Oui, on a des gamers qui sont des gamers et qui sont sur Discord. Est-ce que ces deux univers sont les mêmes? Non, ils se superposent. Et des fois, ils sont un peu décalés. Donc, des fois, on aura des gens qui sont gamers mais pas dans la crypto et vice-versa. Par contre, le fait que Ubisoft se soit pris une claque avec les NFT, c'est juste parce que c'était un peu trop tôt. D'accord. C'est tout à fait l'avenir du jeu. Regarde, on en parle de temps en temps dans la communauté. Moi, ça m'amuse beaucoup. Je me souviens, bon, j'ai joué à Diablo premier. Je me souviens très très bien la musique lancinante. J'adorais ce jeu Diablo 1. Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, j'y ai passé des centaines d'heures. Diablo 3, quand je l'ai fait la troisième, donc à chaque fois qu'on terminait le jeu, on pouvait recommencer avec un mode plus difficile. Ok. Je termine le Diablo 3. Et là, je me rends compte qu'il y a un truc vraiment marrant qui est la place de marché des armes. Et j'ai commencé à faire du trading d'armes pour gagner des sous qui étaient les sous du jeu, mais qui ne servaient à rien. C'était de l'argent virtuel qui servait à rien du tout. Mais je me suis néanmoins amusé à ça. Et imagine si ça avait été des NFT. Ça arrivera. Ça arrivera parce que c'est l'évolution naturelle, parce que on va monétiser le temps de jeu. On le sait, ça fait 2 ans qu'on en parle dans l'industrie. Enfin, ça fait 2 ans qu'on en parle. Ça fait 2 ans qu'on a des youtubeurs qui nous expliquent que l'on va vers ça. Et oui, on ira vers ça parce que c'est irrémédiable. C'est irrémédiable. La blockchain va tout transformer dans nos vies. Tout. Et le jeu aussi. Et peut-être que les joueurs seront les premiers à bénéficier des innovations de la blockchain. Et par exemple, que le notaire ne va pas tout de suite utiliser la blockchain parce que ça remarque profondément que la blockchain existe. Mais ça arrivera. La blockchain va tout changer dans notre vie. La révolution blockchain est tellement puissante au regard de la révolution Internet. C'est la troisième couche du web, mais le web a été une grosse révolution, mais la révolution blockchain, c'est monstrueux. Bref, la révolution NFT gaming, elle va nous tomber dessus, c'est une évidence, on ne peut pas aller contre. C'était juste trop tôt. C'est Ok. tout. Ouais, Donc, c'est un avis super intéressant. C'est clair. donc, il faut d'ores et déjà s'organiser en conséquence. Hmm. Ok. Ouais, c'est clair que, enfin, tu te dis, ça prend de plus en plus de place, les communautés s'agrandissent, donc c'est quelque chose qui va continuer à se développer et qui va être bien sûr source de valeur, hein, ça c'est clair. Et Au minimum, tu monétiseras ton temps. ouais. C'était bien parti avec Stephen en disant bah, tu as monté une chaussure level 30, tu la revends. Bon, après, Alors, je vais les justement, histoires de jeu. on va en parler. Alors, tu n'es pas obligé hein, de répondre à toutes mes questions, hein, le but c'est pas de te mettre dans la sauce non plus. Mais on va aborder la partie de votre cellule R&D et c'est quelque chose que je trouve passionnant, en Ouais, tout cas dans votre structure de guilde. Donc, tu vas un peu me présenter ce que c'est, quelle est l'ambition de cette cellule. Et parce que tu m'as parlé un petit peu en off hein, quand même d'applications, alors Move to Earn, Play to Earn, qui, selon toi, ont plus à vocation de pomper le fric des particuliers qu'autre chose. Et du coup, tu as commencé à me parler de Stephen et j'aimerais avoir ton avis sur Stephen et sur leur rentabilité record en un trimestre. Donc voilà, est-ce que tu peux un petit peu m'introduire tout ça et les objectifs de votre cellule R&D dans cet écosystème et un peu ce brouhaha euh, qu'on observe au niveau crypto? ouais. Je me suis fait une illusion avec Stephen, l'illusion que Stephen grandirait beaucoup en vue d'intégrer des places de marché de NFT de jeux. C'était peut-être voir un peu gros trop tôt. Et je m'étais dit que si Stephen
avait sa propre place de marché intégrée au jeu de NFT, l'argent viendrait des éditeurs de jeux. Et si l'argent venait des éditeurs de jeux, effectivement, l'utilisateur du jeu serait bien payé Voilà. par l'éditeur. Et ça, c'était la promesse de départ, de dire l'éditeur paye le joueur. Eh bien non, c'est le joueur qui paye l'éditeur. Et ça a été une déception, non pas en tant que chef d'entreprise, je suis pas étonné, mais de me dire, mince, on avait une belle promesse quand même, qui était de se dire que l'on a un écosystème, euh, un écosystème qui aurait dû mieux fonctionner. Je m'explique. Euh, Tu regardes la télévision, tu regardes le journal de 20 heures, ça fait très 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 longtemps que je regarde plus le journal à la télévision. Juste avant et juste après, tu as les publicités. Une publicité va coûter avant et après, je sais pas, 150 000, 250 000 euros, selon les journaux, la chaîne, etc. Peut-être même 500 000 à certains moments, veille Ouais. de Coupe du Monde, etc. Donc, voilà, 500 000 balancés pour 30 secondes. Tu as des gens qui ont besoin de se donner de la visibilité. Donc, ils payent la pub. Et payer une place de marché, ça a du sens. Donc, je m'attendais à ce que le côté marketing arrive et que ce marketing-là et que cet argent soit bien entendu donné à l'éditeur du jeu, mais partagé avec les gamers. Et en me disant qu'en définitive, si on avait cette ambition de créer un écosystème aussi gros et puissant que cela, oui, les joueurs seraient payés. Et ils seraient payés parce qu'ils seraient monétisés pour recevoir la pub. C'est comme ça que j'avais imaginé Stephen. Comme un réceptacle d'argent venant d'éditeurs qui avaient besoin de se faire de la pub et donc qui allaient payer pour. Alors ça, justement, Voilà. je te coupe un peu là-dessus parce que c'est une ambition hein, qu'a notamment le projet Sweet. Donc je ne sais pas si tu connais hein, Sweetcoin, qui a pour volonté justement d'intégrer la notion de publicité. Et même, tu vois, sans aller dans l'univers même crypto, NFT, etc., il y a WeWard, qui est quand même assez connu et qui a plusieurs millions d'utilisateurs, qui est une application où tu banques tes pas, tu gagnes des wards qui sont la monnaie du jeu. Et cette monnaie, alors j'en rigole beaucoup hein, parce que les gains sont assez dérisoires. Mais qu'est-ce qui te paye en fait pour marcher? Et c'est gratuit, hein, tu télécharges l'application et c'est parti. C'est qu'ils intègrent des publicités sur l'application que toi tu peux visionner. Et en fait, ces annonceurs, ben, pour qu'il y ait leurs publicités qui apparaissent dans l'application utilisée par des millions de personnes, ben, ils payent. Et sur ce montant-là, ben, forcément, l'entreprise en garde une partie pour en tirer des bénéfices, mais permet également de financer la valeur de leurs tokens dans le jeu et donc de payer les joueurs, même si c'est des petits montants. C'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, au niveau des move to earn, je me demande, est-ce que, selon toi, le côté je cours, où je fais du sport, où je joue un petit peu, je gagne du token et je vais me gagner 50 $ par jour, euh, c'est quelque chose qui est possible. Alors pour moi, ça l'est pas. C'est-à-dire que sur le long terme, pour une économie stable, c'est quand même très compliqué, surtout quand tu as des milliers de joueurs. Par contre, est-ce que la valeur ne résidera pas plutôt dans des NFT, dans cette partie gaming, où tu vas y consacrer tellement de temps, tu vas upgrader ton NFT et tu vas le faire devenir mythique, incroyable, et tu vas plutôt toucher en fait une communauté de collectionneurs ou de personnes qui veulent être les meilleurs dans le jeu et donc qui seront prêts à débourser des milliers de dollars pour obtenir ton NFT que tu auras durement farmé, tu vois. Alors, tout ce que tu as dit est vrai. Ce sont des questions. Donc, la réponse à la question, c'est pour chacune d'entre elles oui et non. C'est-à-dire que celui qui sait, bravo. Tout est possible. On ira peut-être ou pas dans une direction. Et c'est pour ça qu'il faut une cellule de R&D. Parce que, oui, tout ce que tu as dit est possible, va se réaliser ou pas, ou va se réaliser à un instant T, puis ça changera de direction, etc. Euh, Alors, parle-nous de cette cellule R&D justement pour ouais. optimiser tout La ça. cellule R&D, elle est née d'un double constat. La première, c'est de dire, on nous a fait une promesse qui était celle que vous allez gagner des sous, donc move to earn. Maintenant, on a bien compris que c'est du move and earn, c'est-à-dire vous récupérez peut-être une partie de votre argent investi.
ou pas. Et pour ne plus avoir à subir cette promesse, il faut être capable d'analyser le jeu. Donc, être capable d'identifier qu'un jeu est un scam. On en a eu un, des petits dragons, là, il y a 3 semaines. Ou qu'un jeu est en phase de lancement, que ça prendra du temps, qu'il y a des risques, etc. Donc, la cellule R&D, elle a pour but d'évaluer cela de façon du point de vue du gamer et pas du point de vue de l'industrie. Ce que fait un YouTuber, il fait de la paraphrase des documents qu'il reçoit de l'éditeur. On n'en a rien à faire, les mecs. Réveillez-vous. Franchement, c'est n'importe quoi. On n'en a rien à faire de savoir comment est-ce que l'industrie va nous pomper notre fric. Enfin, on vous fait croire que c'est pas le cas, mais c'est le cas. Ce qui compte, c'est d'arriver à comprendre comment l'éditeur va nous pomper notre fric pour savoir si nous, on a une éventuelle chance de sortir notre épingle du jeu. Ça impliquera qu'il faudra peut-être rentrer très early pour sortir early. Et ça impliquera parfois qu'il ne faille pas du tout rentrer. Ou peut-être qu'on va se rendre compte qu'on avait un point de vue, qu'on s'est trompé. Et que là où on a dit qu'il fallait rentrer, ben, il faut sortir. Et là où on a dit qu'il ne fallait pas rentrer, ben, finalement, il faut rentrer. Ouais. C'est de l'analyse. On va analyser les jeux, on va analyser le côté financier de la boîte. Non pas tant les tokenomics, parce que oui, ok, c'est intéressant les tokenomics, mais au-delà du tokenomics, c'est à quoi aspire l'éditeur, quelles sont les options qui lui permettraient de gagner de l'argent ou pas, et donc est-ce que nous, on peut arriver à s'en sortir. Donc voilà, la R&D, elle va avoir pour but d'évaluer le jeu du point de vue du gameplay, avec tout un nombre de critères, la musique, la fluidité, le côté complexe ou simple, etc. Et puis le côté purement financier. On va avoir de l'analyse financière. Et on va voir ce qui tient la route ou pas. Et on aura une note globale en disant go ou no go. Et cette note globale, elle va être décomposée en côté gaming et côté financier. Après tout, tu peux très bien aller sur un jeu parce qu'au niveau financier, ça peut payer. Tout à fait. Et le jeu. Ou alors avoir un jeu génial qui va pomper du fric. Mais le jeu est génial, on est des gamers, donc on y va. Bon, bien entendu, si on a un jeu génial où on peut gagner des sous, on C'est y va. l'idéal, bien sûr. Et ça, on en rêve. Et peut-être que ce jeu existera pendant un laps de temps de 3 semaines. Et qu'ensuite, il va dériver avec le volume et qu'il deviendra toujours amusant du point de vue gameplay et qu'il va commencer à nous pomper du fric. Après tout, c'était comme ça au départ. Il nous a fait gagner, puis après, il nous a fait perdre. Et dans votre système de notation, justement, comment vous allez gérer cette approche dynamique? Alors, je suis en train d'écrire une série d'articles pour arriver à, à poser cette méthode. Et cette méthode, c'est pas une méthode qui est figée dans le marbre. C'est de dire, c'est de définir quels sont les éléments à minima de la méthode. Il nous faut absolument ça, Ouais. d'assembler des briques, et ces briques sont évolutives. Les briques seront montées, créées, composées par les membres de la guilde, à savoir que l'on aura des analystes financiers, on aura des analystes sur le gameplay. Il faudra avoir impérativement plusieurs analystes sur toutes les briques et que chacun apporte sa petite contribution. On assemblera les briques et puis un jour on se rendra compte qu'on aura oublié une brique ou bien que la brique financière a évolué ou que le gameplay, il y a eu des évolutions et ça a changé. Donc on fera des évaluations à un instant T avec une méthode. Ça sera publié sous forme d'un article de blog, Medium, etc. Que tout le monde puisse en profiter, pas que les membres de la guilde. Mais bien entendu, les membres de la guilde auront l'info avant tout le monde et ça sera l'avantage d'être membre, à savoir on a la bonne info et on l'a avant tout le monde. Et puis ensuite elle sera partagée et j'aspire à ce que nos méthodes soient copiées, recopiées, qu'elles puissent permettre de réfléchir, que ce qu'on ait notre contribution à la fois philosophique, éthique et morale, et que ça fasse peut-être, ça influe les éditeurs qui du coup réfléchiront à ce qu'ils font. Et ou alors qui nous prendront en tant que partenaires pour faire de la bêta, pour analyser, pour animer, et là la guide commencera à avoir vraiment son sens.
Franchement, je trouve que vraiment cet aspect-là de votre guilde et votre aspiration, elle est géniale et et justement, elle se démarque quand même de ce qu'on peut voir aujourd'hui où on a un peu des approches individuelles. Alors bien sûr, on va avoir des guildes qui analysent, qui donnent leur avis, etc., qui vont aller creuser les projets, qui vont échanger avec des personnes. Mais on est à des stades où quand tu as un nouveau projet, il y a le schéma classique, roadmap, white paper, la team avec leur profil LinkedIn. Voilà, on commence à connaître un petit peu la démarche et on est un peu chacun de notre côté à essayer de nous faire un avis, mais essayer de mettre en place une méthodologie qui fonctionne et surtout, comme tu l'as dit, avec une démarche d'amélioration continue où potentiellement tu peux avoir d'autres acteurs qui viennent pomper ton truc, mais qui vont discuter, qui vont chercher à l'améliorer pour aboutir à quelque chose. Je trouve que ça, c'est super intéressant et même d'un point de vue de votre guilde, ça peut construire un argument d'autorité, clairement, et la faire se démarquer, je pense. Être copié, c'est naturel. Être copié, c'est la preuve du bon travail réalisé. Donc moi, j'aspire à être copié. Si je n'étais pas copié, c'est que le travail, il a servi à rien. Ok, Voilà. c'est clair. Et c'est clair que c'est intéressant. Si on te copie, c'est que quand même tu as un concept qui est suffisamment intéressant pour qu'on s'en inspire grandement ou voir qu'effectivement Tout à fait. qu'on le Quand pousse tu es jusqu'à aller au copié, il y a cagé. une chose qui est sûre et certaine, c'est que les gens qui ont du poids dans le secteur où tu évolues savent qui est à l'origine des choses. Donc l'éditeur du jeu sait que saura par exemple que la guilde Insiders, que la guilde Teen a une méthode d'évaluation, une méthode de travail qui est reconnue. Et parce qu'elle est reconnue, on peut peut-être travailler avec eux sur tel et tel sujet. Et c'est ça à quoi on va aspirer. Je comprends. On, Et on se rend compte. et ce qui est cool aussi, je trouve, alors après, peut-être que tous les influenceurs ne le feront pas parce qu'ils peuvent avoir des partenariats, des intérêts communs avec certains groupes ou avec certaines entreprises. Mais moi qui, par exemple, fais de l'informatif, tu vois, où je fais mon concept clairement sur YouTube et sur Twitter, c'est de faire découvrir des projets Move to Earn, Play to Earn, surtout orientés quand même sport, fitness, finance. Je me dis, si j'ai un outil comme ça qui est publié sur un blog ou sur un Medium, je me dis, ça peut être intéressant, tu vois, avant de parler d'un sujet, d'aller voir si la guilde a analysé le truc et a donné une certaine note. Et par exemple, je ne vais pas chercher à présenter des projets qui, clairement, émettent quelques doutes de votre côté. Tu vois, ça peut, je vois vraiment beaucoup d'utilisations Ouais. possibles. On va être une source d'alimentation. Ce qui serait cool, c'est que on puisse avoir ainsi des interviews régulières, pas forcément avec moi, tu vois, avec les membres de la cellule R&D qui ont participé au projet et qui te disent ah ben là aujourd'hui on va se faire une belle vidéo des jeux du mois où il ne faut pas aller. Ouais, très Par intéressant. exemple. Hmm. Voilà, on a identifié 5 jeux, surtout ceux-là, vous les évitez. Pourquoi? Eh ben, on explique, vous avez le détail dans les médiums, mais on vous fait un petit topo, il y a des questions, il y a des réponses, etc. Ou alors, tu auras fait. Le youtubeur lambda, quel qu'il soit, aura fait son analyse et il aura fait des analyses. Et puis, il n'aura pas eu le temps de tout faire parce que ce n'est qu'une seule personne Bien sûr. individuelle et que, n'ayant pas le temps de tout faire, s'appuyer sur nous pour regarder ce qu'il n'a pas fait, ça sera super intéressant. Et j'aimerais beaucoup que l'on puisse ainsi avoir des partenariats avec des youtubeurs qui sans prétention, vont dire bah, moi je suis une personne, j'adore tel type de jeu, je vais étudier tel type de jeu et je fais faire partager le fruit de mon travail à ma communauté. Par contre, en tant qu'individu, j'ai pas le temps de tout faire. Et donc, c'est intéressant aujourd'hui que l'on fasse découvrir d'autres jeux que j'ai pas pu étudier. Et la Guilde des Teens a réussi à faire valoir 2-3 jeux ce mois-ci qui ont vraiment un grand intérêt. Et on va interviewer la cellule R&D des Teens. Et ça nous fera un intérêt commun, à savoir que le youtubeur aura un prétexte pour pouvoir avoir de l'information à partager. Et de l'autre côté, nous, ça nous donnera de la visibilité. Ça nous permettra d'avoir des joueurs qui vont nous rejoindre, ou ça nous permettra d'avoir de la visibilité, de la crédibilité auprès des institutionnels.
OK. Non, mais je vois déjà très bien le potentiel, et l'intérêt, hein, potentiellement pour un youtubeur comme moi qui est axé sur les move to earn et comme tu dis, hein, qui n'a pas forcément le temps de passer, 10 heures par jour, à égrener, les white papers, les discords de projets et cetera. Donc, c'est clair Et qu'avoir ce d'ailleurs, type ouais, d'outil-là, c'est génial, hein. C'est d'ailleurs, Charles, si un jour, par exemple, toi, tu arrives à découvrir un truc super intéressant, mais tu n'as pas le temps, ben, tu peux tout à fait nous envoyer un topo sur le Discord en nous disant, tiens, j'ai récupéré, j'ai vu sur tel jeu telles infos, le white paper, le lien, le Discord, ceci, cela, ça me semble super intéressant pour tel et tel truc, mais j'ai pas le temps. Et est-ce que ça vous intéresse? Eh bien, la cellule R&D, elle a son calendrier, et dans son calendrier, elle a un certain nombre de jeux qui sont prévus. Peut-être que le jeu sera déjà au calendrier, ou peut-être qu'il ne le sera pas et qu'on lui fera une place. Et carrément. ainsi, ça permet d'avancer. Ah, ouais, c'est clair que là, il y a beaucoup de choses à faire. Vous en êtes où d'ailleurs dans ce développement de cellules R&D? Il y a les process, il y a déjà des personnes qui en font Alors, partie? ouais, on a déjà 5 ou 6 membres depuis. Donc, la guilde a été créée le dernier week-end de juin, c'était 2 jours avant le début juillet, et on a eu le Mint au Yaboun début juillet. La cellule R&D, elle a dû être créée vers le 10, 15 juillet, quelque chose comme ça. Ok, Donc tu vois, elle a à peu près 5, 6 semaines. Il y a 5 ou 6 personnes actives. Il y a des bons. Il y a eu beaucoup de choses de faites, mais ça a été fait selon la bonne volonté de chacun. Et moi, mon propos était de créer une méthode avec le recul que j'ai en tant que vieux gamer, sur la façon dont on joue, sur la façon dont l'industrie essaie de nous utiliser. Et je suis aussi auditeur de formation. J'étais chez KPMG, donc j'ai appris les d'accord. méthodes de travail, d'analyse, d'audit pointues. Et j'ai appris en tant qu'investisseur financier les analyses de petits projets crypto. Donc je vais utiliser tout ça pour mettre en place cette méthode. Et là, on est à la toute fin de la mise en place de la méthode. Donc j'ai super hâte que la méthode sorte dans les jours qui viennent. Objectivement, je pense que ça sera dans le milieu de la semaine qui va venir. Ok, Et une fois qu'elle sera établie, elle sera publiée d'ailleurs, une fois qu'elle sera établie, on reprendra les projets les plus intéressants qu'on a étudiés depuis mi-juillet et on les repassera à la moulinette de la méthode. Et à ce moment-là, on aura nos premiers articles qui pourront sortir et qui seront publiés donc régulièrement. Et après, ça va dépendre du nombre de personnes dans la cellule, dans le département, mais chacun pourrait y contribuer. Par exemple, on a parlé des musiciens tout à l'heure, on peut avoir des musiciens qui ne font pas partie du département recherche et développement, mais qui peuvent contribuer à l'analyse de la musique. oui. Welcome, welcome. Tu as envie ponctuellement de consacrer une demi-heure de ton temps à ce qui te fait, à ce qui te fait kiffer, mais vas-y, viens, et puis tu nous fais ton retour. Et Ouais. nous, on intègre. D'ailleurs, les gars de la cellule R&D, ce sont des geeks. Ce ne sont pas des rédacteurs. Ça veut dire qu'on va travailler le résultat de la cellule R&D avec le département communication. On va devoir le remettre en forme. On va devoir écrire en français autour de ça. Parce que la cellule R&D, elle écrit en tableau Excel, hein. Eh oui, je me doute. C'est magnifique. Pour les gars qui aiment les chiffres ou qui sont carrés, c'est sublime. On voit les tableaux. Ouais, Waouh. les notes, Voilà. les trucs comme ça. Voilà. C'est magnifique. Mais on a aussi besoin d'un peu de français. Donc on va avoir du travail de retranscription. Et ça va faire partie de la méthode d'ailleurs, la retranscription. Il y aura le côté évaluation, chiffres, etc. Et puis après, voilà, retranscription en français et publication des articles. Ok, Après, voilà, bah, ça c'est l'ambition. Ça ne sera pas parfait, certainement pas au début. Ça a vocation à s'améliorer, déjà exister et au fur et à mesure s'améliorer. Et du coup, bah, si vous nous écoutez, vous, auditeurs de Sharp, et que ça vous intéresse de profiter du travail de la cellule, bah, venez nous rejoindre en tant que membre. Et si vous avez ensuite, au fur et à mesure, envie de contribuer, de donner votre petite contribution, welcome. On a des gens qui sont très très vite venus avec des propositions et qui nous ont dit mais moi j'ai telle compétence, etc. etc. Euh, Tiens, je fais une petite parenthèse. Quand on vas-y. rentre dans la guillotine,
on rentre en tant que recrue et on demande aux recrues de remplir un petit questionnaire avant de venir membre qui consiste à dire: «Bonjour, je m'appelle machin, voici une adresse email qui est celle que vous pouvez utiliser pour me contacter et puis voici mes compétences, ce D'accord. que je sais faire». On sait jamais, hein, ça peut peut-être être utile. Voilà, c'est tout ce qu'on demande pour rejoindre la guilde. Votre nom, votre prénom, enfin, Sharp, c'est ton prénom, je crois, Sharp. Donc voilà, je m'appelle Sharp. Mon pseudo Discord, mon email c'est sharp@gmail.com. Voilà, on n'est pas très intrusif. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu aurais envie de partager. Et une fois que tu as rempli ce micro-questionnaire, ben voilà, tu deviens membre. Et j'aspire à ce que chaque membre puisse apporter sa petite contribution. Eh beh, écoute, c'est très bien parce qu'en plus tu anticipes mes prochaines, questions, hein, c'est parfait. En tout cas, c'est sûr qu'on va suivre ça de très près, hein, cet outil de mesure, cette cellule R&D. D'ailleurs, si vous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez envie de voir un petit peu le détail de la méthodo quand ce sera publié, bien sûr, hein, quand ce sera prêt, quand, voilà, ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo ou de prochaines séries de vidéos sur la chaîne. Donc, en tout cas, c'est sûr qu'on va suivre ça avec attention. Et du coup, tu commençais un petit peu à en parler, que vous recrutez hein, potentiellement. C'est ton moment et c'est ma dernière question avant qu'on se quitte. Comment on fait pour vous contacter, pour vous rejoindre, sachant que je peux mettre tout à fait les liens en description de cette vidéo. Alors, on est sur Discord, on aspire à être sur Discord puisque les éditeurs de jeux sont sur Discord. Ok, À l'origine, un très grand nombre d'entre nous étaient sur Telegram. Et j'ai remarqué que bien des gens qui sont sur Telegram n'ont pas envie d'aller sur Discord. Parce que c'est chiant, c'est pas sexy, etc. Bon. On l'entend, on a créé des groupes Telegram aussi pour ceux qui n'ont pas envie de rejoindre Discord. Par contre, c'est sur Discord que ça se passe. Si on a envie d'avoir des avantages, etc., bah, il faut participer, il faut contribuer, il faut être gradé, et c'est sur Discord. Donc le lien Discord, je pense que tu vas le mettre tout à fait. dans la... Tu peux m'envoyer le lien d'invitation, un lien d'invitation qui n'expire pas. Je le rajouterai avec plaisir. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Et ensuite, eh ben, vous avez entendu, vous devenez une recrue. Ça nous évite aussi les bots. Ça nous évite les gens un peu trop intéressés. Après, avoir des gens intéressés, il n'y a pas de mal. Hein. Venez profiter, il n'y a pas de souci. Venez, venez. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Les gens intéressés repartiront, ne resteront pas. Donc, les vrais bons membres resteront. Mais ça fait partie, voilà, autant que la copie fait partie de la vie, autant les gens qui auront envie de venir profiter viendront profiter. La porte est grande ouverte, venez profiter. Et une fois que vous aurez profité, vous aurez peut-être envie de rester parce que on est quand même une sacrée communauté. Voilà. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton temps, Stéphane. C'était vraiment intéressant, tous ces aspects-là, autour de l'écosystème, les play to earn, les ambitions de ta guilde et cet aspect cellule R&D avec méthodologie aussi de potentiel de projet. Ça, c'est vraiment top. Et puis, écoute, on reste en contact et puis pourquoi pas revenir Ouais. sur cette chaîne quand tu veux. C'était avec plaisir. Avec grand plaisir, c'est le challenge pour moi, tu vois, de nous donner des objectifs, de les afficher, de les affirmer, et ben maintenant on n'a plus qu'à les remplir. Tout à fait. On va suivre ça avec attention. Ça marche. Ben, merci beaucoup, Stéphane, et puis Merci, je à t'en prie pour bientôt. l'invitation et le temps que tu nous as consacré. Eh bien, Merci. c'était un plaisir. Allez, salut.